Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à 50+, votre magazine d'information. Au-delà du traitement dans nos éditions d'information, au-delà des débats organisés sur nos plateaux, 50+, comme vous l'avez remarqué, qui est à sa 3e production, veut creuser davantage le sujet à travers des reportages, des interviews, des enquêtes avec un seul objectif: éclairer l'opinion objectivement. Ce soir, nous disons le carburant de la mort. Tout est parti d'un constat sur un regain d'intérêt pour la commercialisation des produits pétroliers par les citoyens congolais. Cependant, ce qui devait être une source de revenus pour les ménages se trouve être un objet où se trouve exposée la population ou nos ménages ou les citoyens en général à la mort. Comment cela? Nous allons pouvoir y répondre à travers les enquêtes, les reportages que nous avons pu réaliser pour vous, pour ce 3e numéro des 50+. Et pour en parler, pour évoquer le sujet, j'ai sur ce plateau les professeurs Toussaint Tshilombo. Bonsoir professeur. Bonsoir Madame Kana. Et bienvenue à 50+. Toussaint Tshilombo a été ministre de l'Information, également président du conseil d'administration de CEP Congo. Actuellement, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa où vous enseignez quel cours? J'enseigne beaucoup de cours, mais particulièrement le cours de l'éducation à la citoyenneté dans les promotions de G1, ce sont les promotions de recrutement en sciences politiques et administratives, à la faculté de médecine et à la faculté de sciences pharmaceutiques. Et je donne aussi les cours d'exercice de pouvoir en première licence SPA et celui de la fonction publique en 2e licence. On vous voit également à l'UPC. Oui, je suis professeur de l'université de Kinshasa, oui, mais j'interviens dans plusieurs universités dans le pays, entre autres l'UPC, l'IEC, l'USAM, et je donne aussi cours à l'école de formation des officiers de la police judiciaire. Merci beaucoup, professeur Toussaint Tshilombo. Ce soir, nous voudrions parler avec vous plus du pétrole, du carburant, parce que au-delà d'être professeur, vous avez aussi été en contact avec ces informations à travers votre fonction de président du conseil d'administration à CEP Congo. À côté du professeur Toussaint Tshilombo, nous avons l'honorable Modero Simba Matondo. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Et bienvenue à 50+. Merci. L'honorable est l'élu de Mwanda, nous sommes au Congo central. Vous avez été ministre provincial, vous avez été également DG à l'OEBK. C'est quoi l'OEBK? Vous pouvez rappeler l'OEBK, c'est l'Organisation pour équipement Banana Kinshasa. C'est l'organisateur du corridor de transport entre Kinshasa et Banana. Ah ok, les transports de... Multimodal. Il y a voilà. Un projet. L'OEBK, c'est l'organisation qui gère les ponts Maréchal, qui gère les projets port de Banana, oui, qui gère les projets chemin de fer Matadi-Banana. L'OEBK a un bureau d'études pour des questions de transport. Voilà. Vous avez été également maire de la ville de Matadi. Aujourd'hui, vous avez un siège au niveau du Parlement national où vous êtes député. Vous êtes élu de Mwanda. Territoire de Mwanda. Voilà. Bienvenue à 50+. Merci beaucoup. Voilà les carburants de la mort. Le premier reportage que je voudrais vous proposer à suivre, mesdames et messieurs, et vous mes invités également, répond à la question pourquoi? Pourquoi le carburant de la mort? Et c'est Adelin Makpolo qui a tenté de répondre à cette question. Suivez. Le secteur pétrolier en RDC est régi par un nouvel arsenal juridique qui se veut libéral tout en sauvegardant les intérêts du pays face aux capitaux étrangers. C'est dans cette optique que l'actionnariat congolais a été encouragé dans les domaines de transport, stockage, approvisionnement et commercialisation des produits pétroliers. Toutes ces activités concernant l'aval pétrolier sont réglementées par des arrêtés qui consacrent la suprématie du secrétaire général aux hydrocarbures dans la délivrance des autorisations d'exercer après avis favorable d'une commission technique composée d'experts. En principe,
Aucune autorisation ne peut être attribuée sans une visite préalable des sites de la part des agents de l'administration des hydrocarbures. Abordé hors caméra, un des responsables de cette administration reconnaît disposer des compétences pour prévenir les risques d'accident, mais ce sont les moyens pour assurer le contrôle et le suivi de ces activités qui font défaut. Cette absence d'encadrement par l'État est à la base de la prolifération de plusieurs points de vente à travers la ville de Kinshasa. Des produits combustibles, souvent manipulés sans se soucier des aspects sécuritaires. Mes produits sont gardés à la police. Je les retire au fur et à mesure que j'en ai besoin pour la vente. Nombreuses sont ces stations-service construites à côté des habitations sans respect des normes urbanistiques. Situées sur avenue des Huileries, l'un de ses responsables évoque le dispositif sécuritaire mis en place pour faire face en cas d'incendie. Nous sommes rassurés pour voir que dans l'ensemble, on doit nous travailler, nous devons être sécurisés. C'est pourquoi il y a un point de rassemblement au cas où il y a l'incendie, les extincteurs pour éteindre le feu. Il y a les boutons d'arrêt d'urgence qui nous permettent, avant que l'incendie se propage, on doit arrêter le feu. Des études menées par l'Institut du pétrole et du gaz révèlent que la population congolaise se livre au transport, stockage et commercialisation des produits pétroliers, pourtant inflammables, au mépris des normes sécuritaires, mettant ainsi en danger la vie de la communauté. Fort de ses 18 ans d'expérience, cette institution d'enseignement supérieur dénonce l'anarchie qui règne dans le secteur et donne des pistes de solutions pour une meilleure gestion des risques. Le pouvoir public est le plus grand responsable de tous les accidents survenus. Comment? À cause des autorisations fantaisistes qui donnent aux opérateurs, le manque de contrôle et de suivi. Nous avons l'absence des forces pouvant qu'entraîner ces opérateurs véreux et le manque de formation des agents de l'État. Mon institution, l'IPG, avait lancé dernièrement, en début 2019, une formation en faveur des experts de la police, de la protection civile. Jusqu'à nos jours, nous n'avons pas eu de réponse jusque-là. Les images des accidents de Sange au sud Kivu, Mbuba et Banzangungu dans le Congo central sont encore présentes dans nos mémoires. Il est temps que cela change pour sortir le pays de la spirale de ces carburants de la mort. Bienvenue Adelin. Bonsoir Angèle. On vient de suivre ton reportage et tu es en train de nous dire que vraiment le carburant, au lieu d'être une source de revenus, maintenant cause la mort des citoyens. Il y a 3 grands accidents que tu as pu récupérer là-dessus. Finalement, les normes qui doivent être respectées, est-ce que tu peux encore repréciser un tout petit peu par rapport par exemple à la distance pour les stations qui sont érigées dans nos villes, pas seulement à Kinshasa, évidemment le reportage a été fait à Kinshasa, mais à travers la République, on voit un peu cette irrégularité-là. Qu'est-ce qui doit être fait normalement au niveau de distance par exemple? Effectivement Angèle, il y a eu donc cette libéralisation du secteur qui a donc favorisé l'entrée des nationaux, car le gouvernement ne voulait plus être à la merci des caprices des sociétés multinationales, et c'est comme ça qu'il y a donc eu cet engouement des nationaux dans ce secteur. Malheureusement, cet engouement, cet intérêt pour ce secteur stratégique se fait sans encadrement des pouvoirs publics, comme nous l'avons vu. Alors au niveau des normes, c'est l'hôtel de ville qui est censé autoriser, donner les permis d'autorisation aux stations, aux personnes qui veulent exercer dans cette profession, et l'hôtel de ville le fait sans tenir compte des avis favorables des hydrocarbures. Et les hydrocarbures,
les responsables des hydrocarbures se trouvent un peu abandonnés à leur triste sort. Il n'y a pas de suivi. Ils regrettent de ne pas avoir des moyens justement pour faire le suivi dans le contrôle des différents sites de stockage. J'ai encore ma question, Adelin, avant d'aller vers nos invités, j'ai encore ma question sur les distances. Simplement, si on doit bâtir une station-service dans la ville, par rapport aux habitations, qu'est-ce qu'il faut observer comme distance? Dans les différents textes que j'ai pu parcourir parlent d'une certaine distance. On parle de 5 mètres par rapport à la voie publique, mais par rapport aux maisons d'habitation, on dit qu'il faut on exige un mur. Et il y a des stations qui le respectent avec des murs de 3-5 mètres, donc un peu éloignés de la première habitation, mais il y en a d'autres qui sont carrément le prolongement des maisons d'habitation, des bâtiments, ce qu'on appelle les maisons Honel. J'en ai vu à travers la ville, et non des moindres, des grandes sociétés qui sont carrément le prolongement des maisons d'habitation. Et ce qui constitue un vrai problème. Mais d'après les environnementalistes, pour protéger la population par rapport à l'environnement, par rapport à sa santé, ainsi de suite, il est conseillé d'observer au moins 50 à 100 mètres. 50 à 100 mètres. Je reviens c'est d'après les environnementalistes. Je voudrais faire intervenir quand même nos invités. Professeur Toussaint Chilombo, vous venez de suivre ce premier reportage qui parle de la réglementation dans la distribution, la commercialisation, tout ce qui concerne les produits pétroliers, les transports, tout ça. Quel est votre premier commentaire? Parce qu'on est en train d'accuser pratiquement l'État de ne pas encadrer ce commerce ou cette activité. Merci beaucoup, Madame Angèle. Je pense que M. Adrien a tout dit dans son reportage. Adlin a tout dit dans son reportage, et voire même le commentaire de ceux qui sont intervenus dans ces reportages ont tout dit. Il est vrai qu'on a voulu à ce qu'on puisse libéraliser les secteurs et donner la chance à nos compatriotes pour qu'ils puissent aussi exercer cette profession dans les hydrocarbures, précisément dans le pétrole. Mais nous voyons les conséquences qui sont néfastes. Je crois que si nous nous rappelons à l'époque où nous, qui sommes ici sur le plateau, nous étions encore beaucoup plus jeunes, les stations-service ne jouxtaient pas les habitations. Non. Les stations-service étaient beaucoup plus éloignées des sortes à ce qu'on puisse prévenir. Voilà, des sortes à ce qu'on puisse prévenir. Mais aujourd'hui, il vient de le dire à la question que vous lui avez posée, ce sont les mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement, d'orientation qui manquent à ce que cet exercice se fasse dans les meilleures conditions possibles et plus pour sauvegarder les vies humaines. Et alors, vous m'avez présenté comme étant ancien président du conseil d'administration de CEP Congo. Oui. Cette entreprise spécialisée en logistique, je peux vous dire qu'elle fait de son mieux pour éviter ces genres de catastrophes parce qu'elle est spécialisée dans le transport, dans le conditionnement et la distribution. Je pense, sauf changement après mon départ, CEP Congo ne fait pas la commercialisation. Et ce qui fait que même la sécurité est au centre de ses préoccupations, de telle sorte à ce qu'on puisse sauvegarder le vie humaine. Je crois que de ce côté-là, nous avons suivi la dame de l'IPAG, je crois. Hein? Oui, l'IPG. Oui. La dame a tout dit. Je crois que la grande responsabilité revient à la puissance publique qui est l'État, de telle sorte à ce qu'on puisse éviter les catastrophes que nous connaissons et que nous regrettons lorsque cela est produit. Honorable Modero, je voudrais vous poser la question. Vous venez de Mwanda, vous êtes élu de Mwanda. En fait, votre province aujourd'hui se trouve être la grande pourvoyeur en produits pétroliers, en carburant particulièrement. Qu'est-ce qui explique ce regain de l'intérêt pour la commercialisation de ce produit parmi les citoyens? Parce que finalement, c'est la détention de ce produit par les citoyens qui pose problème. Je pense que c'est la situation économique du pays. Au début, les échanges avec l'Angola se faisaient avec de la marchandise manufacturée. Au jour d'aujourd'hui, les importations, par exemple, du ciment interdites et réduites, l'industrie congolaise ne produit absolument rien. Au niveau du Congo central, vous savez, en dehors du ciment à la Silou et autres, la Bralima Boma a fermé.
les emplois sont menacés du côté du Congo central, les gens se donnent à la facilité. Ça veut dire au commerce du pétrole frélaté, comme on dit. Pas illicite, frélaté. Donc, vous savez, dans le pétrole, il y a ce qu'on appelle le soufre, qui quantifie la quantité entre liquide combustible et la quantité du gaz. Là-dedans, au niveau de l'Angola, il y a une fraude au niveau de Sonangol où ils font sortir des citernes de carburants qui ne remplissent pas les conditions pour être commercialisés. Oui. De l'autre côté, vous avez les conditions aussi des transports. Vous avez évoqué par exemple au niveau de CEP Congo. CEP Congo est très regardant en termes de qualité. Vous pouvez aujourd'hui importer votre pétrole et ne pas avoir les moyens pour les stocker au niveau de CEP Congo, parce que dès lors que son laboratoire détecte que la quantité du soufre ou la quantité de liquide ne répond pas aux normes requises au niveau de la RDC, ça ne va pas traverser. Mais le carburant de la mort, qu'on appelle le carburant frélaté, passe par chez nous communément au marché frontalier de Loufou par des bidons déjà contaminés par autres produits. On ne sait pas entre mélange de produits chimiques d'origine. On va insister là-dessus bientôt parce qu'il y a une équipe qui est descendue sur place. Voilà. En dehors de Loufou, il y a autre chose? Il y a le marché de Yach à Mwanda, à Banana. Vous avez la frontière de Yema. Et tout cela n'est pas encadré, honorable? J'aimerais dire que c'est encadré, mais c'est mal contrôlé. Parce que pour importer du pétrole, il y a l'OCC qui contrôle. Oui. Il y a la police des hydrocarbures. Il y a la division des hydrocarbures. C'est dans ces services qu'on doit retrouver les citoyens qui font passer les pétroles frélatés. D'habitude, lorsque vous contrôlez les véhicules qui passent par le Congo central, vous verrez que ces gens souffrent d'ailleurs d'une tracasserie à outrance, où il faut payer les taux, FONER, les droits à l'OCC sur les contrôles. On a des reportages là-dessus, il y a des personnes qui ont dénoncé tout à fait cela. Vous avez dit c'est encadré, mais c'est mal contrôlé. J'ai retenu cela parce qu'il y a des conséquences néfastes. Nous avons fait la comparaison. Nous avons fait la comparaison de la partie Est. J'ai la chance de voyager Goma, Lubumbashi. Le Congo central en termes d'importation du pétrole est très bas par rapport à l'Est de la République. Si vous arrivez à Lubumbashi, CEP n'a pas les monopoles là-bas. Il y a plusieurs entreprises privées. Il y a plusieurs, oui. Le transport est bien encadré parce que là, ils sont déjà en avance en termes de citernes de transport. Chez nous, c'est encore en fille vide qu'on appelle des bidons que les gens transportent. Les images qu'on voit là, ce sont les images de Lubumbashi, de Kasumbalesa. Oui, il y a des images. Il y avait une question pour le prof. Oui, j'ai une question pour le prof qui a été PCA de CEP Congo. J'aimerais savoir si l'engouement, la prolifération de ces stations-service répond réellement aux besoins du pays en carburant. Est-ce que les besoins du pays en carburant ont augmenté? Oui, je dirais que les besoins ont augmenté parce que vous verrez que sur nos routes, dans nos campagnes comme dans nos villes, il y a énormément de véhicules, il y a des engins qui nécessitent ces produits pétroliers et ce qui fait que l'engouement pour les consommateurs d'un côté et le commerçant de l'autre côté s'est fait sentir. Effectivement, comme venait de dire l'honorable Modero, il y a deux lectures qu'il faut faire dans la situation des hydrocarbures, surtout pour les produits pétroliers. La manière dont se comportent ces produits à l'ouest de la République, donc du côté où nous sommes, diffère de la manière dont ces produits se comportent à l'est du pays. C'est vrai qu'au niveau de l'est, où CEP petit à petit est en train de se retirer et de laisser le privé, chose qui ne nous arrange pas, hein. Ça je l'ai dit puisque j'ai quand même été... C'est un manque à gagner pour... Oui, c'est un manque à gagner puisque j'ai quand même été à la tête du conseil d'administration de cette entreprise qui est constituée des majors que vous avez dénoncés, hein, donc les grandes sociétés. Mais par contre, madame, je voudrais aussi rassurer nos téléspectateurs
que les stations-service n'appartiennent pas aux compagnies que vous voyez. Les stations-service appartiennent au privé, mais qui les mettent sous label de. Parce que au sein des CEP Congo, j'ai vu mes collègues qui étaient avec moi au conseil d'administration qui représentent les grandes maisons de distribution, entre autres Indienne, Kobil, Total. Il y a ceux qui font concurrence à CEP Congo. Donc ils sont à la fois partenaires et concurrents parce qu'ils commencent eux aussi à conditionner, à transporter. Les marchés deviennent alléchants. Voilà, et ce qui fait que ça attire. Aujourd'hui, CEP Congo maîtrise beaucoup plus les transports sur le fleuve, parce que, comme l'a dit... Vous aurez dû me dire qu'il ferait promotion de CEP Congo, parce que non, moi, pas du tout. Je vais m'inscrire en faux. Hein. Pas du tout. Chez nous, prof, j'aimerais que vous stoppez un peu. Oui. Les Congolais ont besoin aussi qu'on parle de leur entreprise. Chez moi, au Congo central, il y a Petrolum, d'un homme d'affaires congolais, Lengo Diandinga, qui a investi dans des nords. J'allais arriver. Donc s'il faut parler, il faut parler en équilibre. On a besoin d'avoir des millionnaires congolais. Oui, j'allais arriver. En fait, le souci de l'émission, citer les autres. Je comprends bien. Qui ont bien travaillé. Il fallait me laisser finir. Puisque j'ai commencé par CEP, qui est l'institution reconnue de la République, puisque c'est une entreprise. Attendez, j'arrive. Mais à côté de CEP Congo, voilà pourquoi il fallait me laisser finir. À côté de CEP Congo, il y a quand même des nationaux qui ont pris l'initiative de se lancer dans cette activité, qui respectent les normes, entre autres. Et ça, nous applaudissons. Entre autres, Monsieur Lédia avec Petrolum. Il y a plusieurs, je ne voudrais pas laisser la liberté pour la publicité parce que je ne saurais pas faire mon recouvrement. Seulement, je voudrais dire ici que, effectivement, il y a ceux-là que nous applaudissons. L'émission a le souci de déplorer cependant ce qui n'est pas encadré, parce qu'il y a des conséquences. Et pour les conséquences, je voudrais vous proposer de suivre ce reportage qui va rentrer sur les derniers drames en date, c'est Banzangungu. Avant d'appeler ce reportage qui est signé par Jean-Pierre Kayembe, je voudrais me séparer d'Adelin. Merci pour le travail que tu as réalisé pour nous. Merci Angèle. Et à tout à l'heure. Merci bien. Nous allons suivre Jean-Pierre Kayembe qui revient sur les drames de Banzangungu. Il n'y a pas d'encadrement, il y a mort d'homme. Suivons plutôt. Des membres des familles quasi inconsolables, touchés au plus profond de leur cœur. Plongés dans le chagrin, torturés par l'angoisse, esprits séquestrés dans l'impasse, impuissants devant ces sorts inacceptables, l'irréparable a frappé là où ça fait le plus mal. Même les larmes qui coulent sur leurs joues semblent bien loin de réparer leur amertume. Juste en face, des cercueils alignés, 30 au total. Ils contiennent chacun le reste de chaque victime de la terrifiante catastrophe routière de Banzangungu dans le Congo central. Une cérémonie funéraire collective financée par le pouvoir public avant l'enterrement en Benseke, dans la périphérie de Kinshasa. Mais pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, nous nous sommes rendus sur le lieu de l'accident, à quelques 120 km à l'ouest de la capitale. Ici, les souvenirs refusent de quitter les mémoires des habitants, qui ont encore horreur de ce terrible accident des routes qui aura coûté la vie à 32 personnes, du moins selon le bilan officiel. Sur cette bifurcation dont l'allée droite mène jusqu'à la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, voilà ce qui reste de ces longs bus qui assuraient jusqu'il y a peu le trafic entre Kinshasa et le marché frontalier de Lufu. Totalement calciné, avec des débris qui jonchent encore le sol. Incroyable, cette habitante n'a encore rien oublié de cette nuit tragique du 20 octobre. L'accident s'est produit vers minuit et demi. Nous dormions quand nous avons attendu l'explosion. C'était horrifiant. Nous sommes restés terrés à la maison. Personne ne pouvait prédire ces drames.
Le conducteur du bus, tout comme son beau chauffeur, qui ont péri dans l'accident, maîtrisaient mieux la RN1 que quiconque. Mais c'était sans compter avec le système de freinage défaillant du véhicule, dont l'histoire s'est arrêtée ce soir-là, ici, à la descente d'Ilombélé, en terminant sa course dans un mur. Il était environ 1 h du matin et les premiers habitants venus n'ont plus que constater les énormes dégâts. C'est devant une parcelle que le véhicule a fini sa course. Nous avions été réveillés par la violence du choc. Le feu est parti depuis les bandes de frein avant d'embraser le bus tout entier, rendant l'intervention difficile. Albert Mouaka a assisté impuissant à la violence des flammes de feu qui se sont propagées à la vitesse de l'éclair. Seuls 16 passagers sur la cinquantaine à bord ont eu la vie sauve. Certains s'en sont tirés grièvement blessés. C'était la panique générale et il était difficile de sauver qui que ce soit. Quand nous avons accouru pour tenter d'extirper des passagers, c'est en ce moment-là. Les équipes de secours, arrivées 2 heures après, n'ont eu le temps que de faire le décompte macabre. L'engin transportait des passagers et leurs marchandises, notamment du matériel combustible. Dans son bureau de l'hôtel de ville, l'administrateur du territoire s'apprête à transmettre aux autorités la liste définitive des victimes. Le rapport lui fourni par ses équipes est sans appel sur l'origine de l'incendie. Les jeunes gens du quartier ont accouru et les services de police ont accouru pour soutirer du bus les compatriotes qu'on pouvait sauver. Mais quelque temps après, on a senti un boom, c'est l'explosion du bus parce que le bus contenait du carburant. Du carburant, oui, encore du carburant. Mais selon d'autres témoins, le bus accidenté transportait plutôt de l'alcool frélaté. Quelques semaines après ce drame, le lieu de l'accident, jamais été désinfecté, dégage des odeurs insupportables une fois la pluie tombée. Le propriétaire du mur cassé par la violence de l'accident réclame réparation alors que les familles des victimes qui attendent depuis une aide gouvernementale n'ont plus une seule nouvelle du transporteur. Bien, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Bienvenue Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Angèle, bonjour à tous. Voilà Jean-Pierre, tu viens de terminer ce reportage en parlant d'une mauvaise prise en charge des conséquences de ce que nous déplorons, nous disons les carburants de la mort. Donc les commerçants dans les secteurs ne sont pas encadrés. On vient de le démontrer ici avec Adelin Makpolo et nos invités. Voilà qui a mort d'homme et tu nous dis c'est une conséquence. Mais il y a aussi négligence là-dedans dans la gestion des conséquences. Absolument, parce qu'on parle de Mbazangongo, je voudrais avant tout exprimer ma compassion à l'endroit des familles qui ont perdu les leurs. J'étais en Mbazangongo. Oui. Hier, samedi, un glissement des terrains a causé la mort de 10 personnes, englouties, des maisons ont été détruites et ça relance plutôt la question sur les normes, les constructions anarchiques et l'aménagement territorial. L'aménagement du territoire dont on a parlé de la dernière émission. Oui. Voilà, donc l'accident de Mbazangongo, je voudrais expliquer ici que sur ce tronçon Kinshasa-Matadi, il y a au moins un accident qui s'est produit par jour et le bilan varie selon la violence du choc. Mais celui de Mbazangongo a retenu notre attention parce que ça aura été la catastrophe routière la plus meurtrière, du moins pour cette année 2019. Et aussi, cet accident a mobilisé la communauté nationale qui en avait marre. Raison pour laquelle le président Tshisekedi a dû annuler d'ailleurs un de ses nombreux déplacements à l'étranger pour aller au chevet de rescapés. Alors, on évoque la question de la gestion, parce que à Mbazangongo, le président Tshisekedi qui est allé le 22 a fait des promesses rassurantes à la fois aux familles et aux autres que les victimes auraient droit à des funérailles dignes, ce qui a été tout sauf le cas parce que ils ont été enterrés
au cours d'une cérémonie commune, collective, on l'a relevé dans le reportage, et en Beseke, dans la périphérie de Kinshasa, comme des indigents. Aussi, les personnes décédées dans cet accident n'ont pas été identifiées. Aussi, il n'y avait plus que des crânes qu'on a retrouvés sur le lieu de l'accident. On n'a pas pu faire des examens ADN pour pouvoir identifier chacun des passagers. Et on parle des 32 morts en principe. En fait, en Bazangongo, nous avons rencontré des familles qui sont arrivées en retard, qui n'ont pas été enregistrées dans le rapport officiel, ce qui fait environ 4 corps qui n'ont pas été documentés. Donc il y a encore des corps, en fait, on peut aller... Pas des corps, mais il y a des familles qui n'ont pas fait le deuil. Donc le bilan peut être revu. Revu parce qu'aujourd'hui on parlait de 32 officiellement, mais en Bazangongo, les rapports que nous avons trouvés fait état des 36 victimes. Mais maintenant, au niveau de la prise en charge, parce que les victimes c'était des commerçants, c'était des parents qui faisaient le trafic entre Kinshasa et le marché frontalier de Loufou, qui ont tout perdu. Leurs familles ont reçu, mais disait-on, des promesses fermes des autorités qu'il y aura une assistance humanitaire. Je voudrais t'arrêter parce que nous avons un élu du Congo central ici, bien qu'il n'est pas de Mbanzangungu. Je voudrais bien faire intervenir Jean-Pierre, si tu permets, que je t'arrête un tout petit peu. Est-ce que vous avez les mêmes sentiments que 50+, que la gestion des conséquences de ce que nous déplorons n'est pas aussi bien accompagnée, n'est pas aussi bien faite? Je suivis à la télévision le VEPM intérieur. Certes, l'accident s'est fait en Banzangungu, mais la plupart des victimes sont des Kinois. Oui. Et cette question a été transférée au niveau de Kinshasa. De la province-ville de Kinshasa. Je pense que beaucoup plus de détails pourraient venir de l'hôtel de ville de Kinshasa. Alors mais maintenant, les familles des victimes honorables que nous on a pu rencontrer ne sont plus en contact avec les autorités gouvernementales. Certains ont eu écho qu'il y aurait eu de l'argent qui aurait été décaissé, mais qui n'est pas arrivé aux personnes concernées. Certains sont même venus toquer à la porte de Madame Kabila, Madame Olive, qui les est revenue en aide d'urgence parce que c'est de nécessité, comme on le rappelait ici, qu'ils ont tout perdu dans cet accident, y compris leurs capitaux. Nous pensons qu'il y a un ministère au niveau national, dont le ministre Steve Mikayi, qui s'est déplacé vers le Congo central. Au niveau du Parlement, cette question, je l'ai posée une fois, qui a rassuré les élus et que le gouvernement a pris en charge l'ensemble des dépenses sur le funérailles de victimes, mais parler aujourd'hui des indemnités à payer aux familles, l'indemnisation des victimes, cette question a été, comme je vous ai dit, transférée directement au... Pour ne pas paraître vous assaillir des questions honorables, oui. Est-ce qu'il n'est pas maintenant important de réfléchir au niveau de l'Assemblée nationale, comment encadrer ces Congolais, parce que ça fait plusieurs mois. Bonne question, madame. Je ne vous ai pas informé que je suis le premier vice-président de la commission des infrastructures, transport et télécommunications à l'Assemblée nationale, la grande commission des infrastructures. Les questions des accidents est aussi liées à la gestion de la route nationale numéro 1 qui est aujourd'hui concédée à l'entreprise chinoise CREC 7. On ne peut pas avoir aujourd'hui une route qui produit plus de 4 à 5 millions de dollars le mois et ne pas avoir les heures de repos, et ne pas avoir des ambulances, et ne pas avoir de grilles pour intervenir chaque fois qu'il y a accident, et ne pas avoir aussi une route en bon état. Et même ça aussi. Un système de contrôle moderne. Un système de contrôle moderne. Oui. On s'est précipité, certes, à avoir une route à peu près mieux, parce que ailleurs, je viens de Sankourou, c'est très grave. Avoir une route qui nous permet à rouler 120, 140 en l'air, mais ne pas avoir de glissières de protection, ne pas avoir des aires de repos, ce qui permet aux chauffeurs de rouler à tombeau ouvert, et ne pas avoir de postes de contrôle du gestionnaire. Parce qu'il faut dire, le tronçon national numéro 1, Matadi-Kinshasa, l'État, le gouvernement a cédé son pouvoir en concession
à l'entreprise chinoise Greg 7, qui ne fait pas aussi mieux ses travaux. Il suffisait de voir sur ces tronçons-là l'état de la route. Certes, il y avait un problème de frein, mais l'état de la route aussi cause beaucoup d'accidents chez nous. Parce que dans les contrats, il est prévu l'agrandissement de la route. Lorsque vous avez une route à 2 bandes pour transporter et du carburant et des citoyens congolais, cela crée aussi beaucoup d'accidents. Professeur Toussaint Chilombo, je voudrais vous faire intervenir ici parce que nous disons où le rapport officiel de l'accident, Serge Kayembe ne va pas me contredire, parle de la présence du carburant dans un bus de transport. Est-ce que cela est normal? Est-ce que c'est possible de faire voyager des citoyens dans un bus sur un tronçon de... C'est combien de kilomètres à peu près? Un peu moins de 120 km. Des Loufou, non, des Loufou à Kinshasa. Ça, il faut même vous dire que le paisible citoyen n'était pas informé qu'il y avait du carburant dans les coffres. Parce qu'il y a une enquête qui a été menée au niveau du service de l'État qui réglemente la circulation routière qu'on appelle... le PCR? Non, pas le PCR. SENPER. La SENPER, oui. Le responsable de la SENPER a été sanctionné. Au départ, au point de départ, la SENPER travaille avec la SECO. Perçoit même des taxes pour vérifier les conditions de transport de paisibles citoyens. Malheureusement, ces jours-là, ils ont eu la malchance d'avoir en dessous... Mais est-ce que c'est seulement ce jour-là, honorable? Je pense que c'est une question pour laquelle il faut aller un peu plus en profondeur. Je voudrais que le professeur qui inculque les valeurs citoyennes à l'université puisse nous dire, est-ce que c'est possible que des bus de transport puissent avoir parmi les cargaisons du carburant? Aujourd'hui, on déplore cet accident, mais peut-être que hier, avant-hier ou même ce matin, un autre bus a fait le même trajet avec le même contenu. Est-ce que vous pouvez profiter de ces micros pour dire aux citoyens que ce n'est pas possible de voyager avec du carburant, que c'est vraiment prohibé? Mais madame, je ne fais que vous paraphraser puisque vous venez de le dire. Il est inconcevable que dans un bus de transport des humains, que l'on puisse retrouver du carburant, même si c'était 5 litres qu'il y avait dans un bidon, c'est prohibé. Nous avons des textes, il faut les mettre en application. Il faut que les normes de contrôle soient appliquées de telle sorte à ce qu'on puisse éviter ce genre de drame. Je suivais lorsque l'honorable modéré est en train de parler, il a quand même donné les différents intervenants sur le tronçon Kinshasa-Matadi, mais je crois ici, dans cet accident, à part la prise en charge par l'État de ce qui est arrivé, il faut aussi qu'on puisse regarder du côté de l'assurance. Est-ce que ce bus était assuré? Si ce bus était assuré, à quelle hauteur? Et on n'a même pas, je ne sais pas, peut-être que ça viendra après, on ne connaît même pas qui est le propriétaire de ce bus. Parce que le conducteur et son convoyeur sont morts dans l'accident. Et heureusement que l'honorable Modero nous a ramenés à Kinshasa, parce que l'enquête nous parle de 32-36 victimes, mais je pense que les victimes de ce bus sont plus quinoises que de Mbanzangungu. Mais sur les lieux où s'est produit l'accident, nous avons suivi dans les reportages que chaque fois qu'il pleut, il y a des émanations toxiques, qui à la longue vont causer des maladies et nous allons encore regretter après. Alors par contre ici, vous avez, dans les reportages il est dit madame, d'ailleurs vous l'avez souligné, qu'on aurait déboursé, j'ai dit qu'on aurait, parce que nous sommes dans les conditionnels, qu'on aurait déboursé une somme d'argent pour indemniser les familles. Il se pose un problème de suivi. Une catastrophe s'est produite. Le chef de l'État s'est déplacé en personne jusqu'à cet endroit-là. Je crois que M. Kayembe l'a dit, il a même reporté son voyage vers le Japon. Il devait se rendre au Japon. Il devait se rendre au Japon. Les chefs de l'État et son épouse se sont déplacés, sont arrivés sur les lieux. Les ministres en charge de l'action humanitaire s'y est rendu aussi. Mais aujourd'hui, les familles se plaignent. Donc, il y a un problème qui se pose. Il y a aussi les lieux de l'accident qui n'est pas désinfecté. Donc, il y a une mauvaise gestion des conséquences il y a un problème de ce type d'accident. Ici, l'honorable Modero vient de nous dire qu'il a une charge au niveau de la commission. De la commission des infrastructures. Je pense que la concession de la route Kinshasa-Matadi à l'entreprise chinoise Greg 7
n'absout pas l'État pour le contrôle. Non, il faut que le contrôle soit régulier, soit suivi, de telle sorte à ce que les paisibles citoyens puissent se sentir en sécurité et se sentent pris en charge par leur État. La sécurité du citoyen est plus importante. Nous disons que les bus venaient de Loufou. Oui, de Loufou, dans le territoire de Songolo. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Il venait de Loufou et s'est rendu ici à Kinshasa avant de finir sa course dans un mur. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je te vois encore émotionné parce que tu as été en même temps sur les lieux des obsèques et aussi les lieux de l'accident. Merci pour les merveilleux travail que tu as produit. Merci beaucoup. Et je voudrais encore une fois relayer ce cri des cœurs des victimes. Le transporteur est introuvable, porté disparu parce que le bus et tous les documents ont été calcinés. Voilà, Kayembe, tu t'ériges en syndicat des accidentés. C'est très bien, c'est notre boulot. En tant que journaliste, on doit... Madame, je crois que je viens en appui à M. Kayembe, puisque ce qu'il dit, tout récemment, ici dans la ville de Kinshasa, nous avons été un peu choqués par des contrôles qui sont effectués en parlant d'un contrôle technique. Je ne parle pas de la vignette, d'un contrôle technique, c'est qui explique que les véhicules doivent rouler dans des normes. Mais il y a eu défaillance, je crois. Il y a eu défaillance dans des freins au niveau du véhicule. Alors, à quoi servent ces contrôles ou ces contrôles techniques qui n'ont jamais existé, qui nous exposent à tout moment à ces dangers? Ça, c'est une autre question qui pourra être évoquée, mais je suis sûr que les autorités chargées de la sécurité publique nous suivent également et pourront prendre les mesures qui s'imposent. Et nous avons dit que les bus venaient de Loufou. Nous allons nous rendre à Loufou. Nous avons pu envoyer une équipe de reporters à Loufou. Mais avant d'aller à Loufou, je voudrais dire au revoir à Banzangungu. Je voudrais t'appeler Banzangungu parce que tu as été là-bas. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà, nous allons nous rendre à Loufou avec Monulf Bosso. Situé dans le territoire des Songololo, province du Congo central, Loufou est une bourgade frontalière à la localité angolaise de Louvo, province d'Mbanza-Congo, anciennement appelée Dozaïr. Au fil des années, Loufou village acquit petit à petit sa notoriété pour devenir un des plus grands centres de négoces en République démocratique du Congo. Nous avions commencé les marchés en 2001. Nous avions commencé avec les trocs. Nous, les Congolais, on venait avec des véhicules de prémices, escoles, et eux, en Angola, on venait avec des poissons salés. Et quand j'ai agrandi les marchés, l'Angola nous a envoyé beaucoup de véhicules remorques. Sans un chemin de fer, le Congo ne vaut un penny, disait l'explorateur Henry Morton Stanley. La cité de Loufou, sans son marché, ressemblerait à tout autre coin perdu du Grand Congo. Avec la tenue pendant une semaine, et ce à tour de rôle, des marchés situés de part et d'autre de la frontière commune, les Congolais de Loufou et les Angolais de Louvo nous donnent là un bel exemple de la cohabitation pacifique entre les deux peuples frères. Dans ces marchés, on y vend des articles électroménagers, des ustensiles de cuisine, des cosmétiques, de la farine de froment, de la semoule, du riz, de l'huile de palme, de l'huile végétale, des vêtements, des chaussures, bref, tout y est. Dans ces commerces transfrontaliers, les Angolais restent et demeurent le plus grand pourvoyeur de ces biens de première nécessité. La RDC vient avec le Fumbwa. Auparavant, la RDC venait même avec l'haricot. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'Angola maintenant qui nous fournit beaucoup d'haricots aujourd'hui. Moi, je pense, ou je vais conseiller à mes compatriotes, nous devons aller dans l'agriculture. Outre ces biens de consommation courante, très prisés par des Congolais, les Angolais fournissent également du carburant à la RDC à travers ces différents postes frontaliers dont la cité de Loufou demeure l'une des principales portes d'entrée. Ici, il y a lieu de relever que ces produits pétroliers sont purement et simplement
le fruit de la contrebande. Normalement, logiquement, c'est Hollande officiellement. Le carburant angolais entre à Lufu toujours par la fraude. Le président Eduardo l'avait interdit officiellement, mais jusqu'à ce jour, cette décision est restée sans application sur terrain. Donc ce qui se retrouvera, c'est que Kotarana fraude. Nous venons avec du carburant vendre à Lufu. Cela nous permet de gagner notre vie en Angola. Les carburants sont vendus par des chauffeurs des véhicules remorques venus de l'Angola qui les soutirent dans les réservoirs de leurs véhicules. Habitués à vivre de la vente du carburant, ils sont nombreux, ces Congolais et Angolais qui digèrent mal les dernières décisions des autorités de Luanda et de Kinshasa qui ont interdit l'entrée des produits pétroliers angolais sur le sol congolais. C'est Kadhafi, entendez, vendeur à la sauvette de carburant, affirme que cela impacte négativement sur leur quotidien. En tout cas, difficile. Nous vivons difficilement, on ne manipule plus de l'argent comme par le passé. Malgré tout, ils continuent à se ravitailler par des voies détournées. Ces camions-citernes et ces centaines de fûts qui ravitaillaient des négociants qui venaient chercher du carburant à Lufu ont trouvé d'autres astuces pour atteindre Kinshasa. Le carburant sort de partout. Nous avons le village de Vunda qui se trouve dans Songololo, vers Bangu de Matadi. Là, il y a les carrés de carburant. Ça sort là-bas aussi. Il y a aussi Mwanda, il y a aussi Boma, il y a aussi dans les Mayombe, là, des bas-fleuves là-bas. Tous ces carburants viennent de l'Angola. Takanko, c'est un village qui est proche de Lufu. Là-bas aussi, ça sort. Lufu et encore Lufu. Voilà un nouvel Eldorado pour bon nombre de Congolais. Si certains s'y rendent pour des raisons de commerce, d'autres par contre y vont pour des motifs peu recommandables. C'est ce que déplore cet officier de la police nationale congolaise que nous avons rencontré au-delà de minuit avec ses éléments en pleine patrouille. La première opération, on avait arrêté plus de 106 criminels. Deuxième opération, on avait arrêté 86 criminels. Troisième opération, on va arrêter encore 96 et pour finir 46. Dernièrement, je venais d'arrêter une centaine. Tous ces mondes-là sont déférés dans des instances judiciaires. À Lufu frontière, actuellement, les gens vaquent librement à leurs occupations et ils se promènent 24 sur 24 sans être inquiétés. Lufu, c'est cette agglomération de près de 100 000 âmes où il fait beau vivre des jours comme des nuits. Ici, dans les quartiers Pétès et Montfléry, l'on se croirait à Matongé de Kinshasa. Les mêmes efforts fournis par la police pour ramener l'ordre et la sécurité dans la cité de Lufu doivent être faits par la DGDA qui peine à renflouer les caisses de l'État. C'est ce que l'on peut constater sur ces images où les personnes vivant avec handicap et autres commerçants mafieux sont prêts à en découdre avec les douaniers et les policiers commis au poste de contrôle. Le gouvernement congolais a donc l'obligation de finaliser les travaux de construction du guichet unique entamés voici plus de 3 années. Question de canaliser tout ce qui lui échappe vers les caisses du trésor public. Le sujet de ce reportage était Lufu, centre de la contrebande. Est-ce que Lufu est finalement le centre de la contrebande? Je l'affirme, madame, parce que moi-même j'ai été là sur place, j'ai vu comment les choses se passent là-bas. En tout cas, je vous dis sincèrement que c'est un centre de contrebande. Pourquoi? Parce que les carburants, par exemple, qui viennent de l'Angola, avec cette interdiction, comme je l'ai dit dans les reportages, ces gens ont trouvé des astuces, effectivement. Vous voyez les personnes vivant avec handicap que vous avez vues sur leur chariot. Dans leur cargaison derrière là, il n'y a que du carburant.
Et comme ce sont des gens qui peuvent passer d'une frontière à une autre, donc sans être beaucoup plus inquiétés, voilà. Ils sont exonérés, eux? Ils sont exonérés, totalement exonérés. Et ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, ça il faut les reconnaître, ils n'ont pas d'argent, mais ce sont les autres personnes qui les utilisent. C'est comme, qui dirait ici, quand il y avait les grands bacs qui partaient pour Brazzaville, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on retrouve à Loufou, parce que le grand bac ne vont plus à Brazzaville et vice-versa, à telle enseigne que ces gens ont mieux trouvé d'aller à Loufou. C'est pour cette raison que nous avons dit que Loufou, c'est un nouvel Eldorado pour les Congolais. J'ai vu dans les images la nuit, Loufou est éclairé. Est-ce que la SNEL est là? La SNEL n'est pas là. Ce qui est curieux, c'est ça. Parce que tous les carburants qui sortent de Loufou là-bas, et quand vous arrivez à Loufou, Loufou est mieux éclairé que Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit. C'est une bourgade de près de 100 000 ans, comme je l'ai dit dans les reportages, mais vous trouvez que dans chaque parcelle, on a au moins 3 ou 2 groupes électrogènes. Et ça fonctionne 24 heures sur 24. Avec quel carburant, madame? Il n'y a pas la station-service à Loufou. Sinon, tout ce qu'on consomme comme carburant vient de l'Angola. Même si officiellement, l'Angola n'a pas dit que, en tout cas, nous avons nos carburants en RDC, mais ça passe par des voies détournées. D'ailleurs, l'honorable l'a dit, hein, comme quoi, entre Loufou et Louveau, c'est le même peuple, il ne faut pas chercher à les séparer. Oui, c'est les colons qui nous ont séparés avec la table ronde de Berlin. Honorable, un commentaire sur Loufou. Merci beaucoup. Comme vous le dites, nous ne sommes pas des peuples, c'est des Bakongo, c'est des bandits boulés des côtés. De l'autre côté, Louvou, c'est l'accent portugais. Et Loufou, c'est un Kikongo. Mais nous sommes toujours en terre de Ndibou. De la contrebande, l'État travaille là-dessus. Bien sûr, on remarque une faiblesse dans cette question de carburant. Mais je pourrais vous dire qu'il y a des mesures qui ont marché. Telles... en suivant l'exemple de l'importation sur les ciments, où le ministre Jean-Lucien Boussa a bien travaillé là-dessus, aujourd'hui nos cimenteries du Congo central ne sont plus menacées. C'est le même effort qui doit être fourni au niveau des hydrocarbures, qui a plus ou moins 2 services qui travaillent là-dessus. La division des hydrocarbures qui est appuyée par la police des hydrocarbures. Ça nous étonne que la contrebande continue. Il y a aussi l'OFIDA qui doit beaucoup travailler là-dessus, parce que c'est dans ses compétences de contrôle frontalier des importations et importations. Hein? Moi, je dirais, honorable, que tous ces services que vous avez cités n'existent que de nom. Parce que moi, j'ai été là et je vis comment les choses se passent. Parce que ma déontologie ne me permet pas de montrer certaines images. Mais je demande vraiment à l'État congolais de pouvoir essayer un peu de serrer. La solution serait ces guichets uniques là. Parce que là, c'est l'unique voie d'entrée et de sortie. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. À Loufou, il y a tout un service de l'OFIDA où il y a un receveur principal. Il y a un guichet unique à Loufou. Vous savez, c'est que les Congolais n'arrivent pas à dégager, c'est leur responsabilité aussi par rapport à leur quotidien. Vous vous attaquez à votre propre économie en mettant en place une contrebande qui ne met non pas seulement l'économie de l'État en danger, nos propres vies et nos finances. Vous savez, avec du carburant frélaté, combien de moteurs par jour que les Congolais perdent? Effectivement, moi je voudrais que le professeur intervienne quand même. Vous savez, sur la responsabilité, comme vous l'avez dit, oui. Il y a des mesures à prendre pour faciliter que des opérateurs économiques congolais investissent librement dans le pétrole, surtout du côté ouest, où on ne favorise pas. Je peux vous citer l'exemple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les groupes Petrolum Lerescom, du groupe Ledia, souffre d'avoir des autorisations pour faire traverser son carburant par pipeline. Ça aussi. Non, ça aussi. On ne peut pas avoir une entreprise où l'État a de part, qui a un laboratoire, qui vérifie bien au départ la qualité des produits et d'évoquer chaque fois la crainte d'avoir leur installation contaminée, alors que nos opérateurs économiques du Congo central sont de bonne foi.
Vous avez parlé aujourd'hui honorable, vous faites un très bon... Non, du flux migratoire de Kinshasa vers Lufu. Je ne voudrais pas que vous puissiez monopoliser la parole, honorable. Au Congo central, non, il y a aussi l'entreprise Kobil Espa, un montage RDC et les Sud-Africains. Ceux-là ont eu l'autorisation de faire traverser... Vous semblez défendre le gros importateur. Moi, mon souci... Je suis voté pour ça. Et les missions... Non, mais vous êtes voté par les citoyens. Vous n'êtes pas voté par les importateurs. Et je voudrais qu'on parle de la sécurité du citoyen. Et c'est pour ça que je voudrais vous arracher momentanément la parole. Des emplois capables de recruter ceux qui investissent dans les carburants félatés. Vous avez tout à fait raison, mais tous les Congolais ne trouveront pas de l'emploi partout où vous citez. Il y a quand même une responsabilité du citoyen, il faut l'encadrer et l'accompagner parce qu'il a droit à faire le commerce qu'il veut. Il manque d'encadrement. Professeur Chilombo. Madame, je crois que la première des choses, lorsqu'on voit ces images que votre équipe est partie faire sur place à Lufu, c'est une bombe à retardement. Voilà. C'est une bombe à retardement et si on ne fait pas attention, nous risquons de déplorer la situation des Banzangungu ou des Sangé, mais multipliée à autant de fois. Donc, il se pose d'abord un problème de désordre, un problème de désorganisation, un problème de manque de discipline. Oui. Dans le reportage, cela a été dit, il faut des mesures d'encadrement et d'accompagnement. C'est là où nous retombons dans ce que vous êtes en train d'évoquer ici, la responsabilité citoyenne, de part et d'autre. Il y a d'abord l'État qui donne l'impulsion, qui fait les normes, qui édicte les normes que les citoyens doivent appliquer. Ici, nous avons des citoyens qui sont dans une jungle et chacun fait ce qu'il veut. Je crois que vers la fin, l'équipe des reportages, heureusement lui-même il est là, il a même spécifié que les personnes vivant avec handicap, ce ne sont pas des sous-hommes, ce sont des citoyens congolais qui doivent se plier à la loi. Oui. Nous disons en droit que la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer comme telle. Oui. Parce que ici, une vie humaine, madame, est à déplorer. Mais voyez un peu dans quelles conditions ce marché frontalier de Lufu expose toute une population, puisqu'il n'y a pas que les ressortissants du Congo central qui sont là. Ils viennent de partout. Non, mais il a dit que c'est devenu un Eldorado. Plusieurs personnes descendent, que ce soit des bandits, des bandits des grands chemins qui quittent la prison ici. Ils vont trouver asile à Lufu. Des commerçants qui ne veulent pas payer les taxes. Ils vont à Lufu. Il y a une inquiétude. Dans les reportages, c'est bien mis. Oui. Ça fait 3 ans qu'on est en train de construire un guichet unique. 3 ans. Voilà. C'est trop quand même. Excusez-moi, je vais utiliser un terme qui peut choquer certains téléspectateurs. Pardon. Je voudrais vous compléter, prof. Oui. Le guichet unique existe, mais ça fait 3 ans qu'on construit les terminales frontaliers. Mais voilà. Mais ces guichets uniques-là ne fonctionnent pas, je dois vous dire. Oui. Parce que vous avez dit que je suis en retard. Moi, je viens de Lufu. Donc, il n'y a que 72 heures, cher honorable. Oui, professeur. Voilà. Je pense que si votre équipe faisait les mêmes reportages à la frontière de Kassoupalessa, vous verrez qu'à un certain moment, l'État a concédé la construction d'une barrière de protection entre la Zambie et la RDC, a confié ce travail à un privé. Ça se passe très bien et le flux, dans un sens comme dans l'autre, est bien contrôlé puisque les piétons ainsi que nos compatriotes vivant avec handicap passent par là. Et je crois, dans ce que disait l'honorable tout à l'heure et dans ce que vient de démontrer plutôt le reportage, nous pouvons avoir des laboratoires mobiles de l'OCC pour le contrôle de ce produit à l'entrée du territoire là-bas. Et je crois aussi que la DGDA, nous avons vu comment ils sont en train de se démerder, si vous voulez, à ce qu'ils puissent trouver des solutions. Mais madame, nous retombons dans ce que nous déplorons depuis toujours, l'impunité. On doit appliquer la sanction parce qu'on dit que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Lorsque dans les reportages, on nous montre que Lufu est plus éclairé que Kinshasa par rapport aux produits pétroliers qui alimentent les groupes des électrogènes. Mais madame, aujourd'hui, votre émission 50+ est en train de dénoncer, est en train de nous démontrer. Je crois que d'un côté, vous faites, sans le savoir, les conseillers gratuits
des décideurs, Oui. surtout de l'État, Oui. qui doit prendre en considération ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de voir. Je crois que nous sommes à la 3e émission, et si nous prenons la première, la deuxième, on a parlé tout à l'heure de l'éboulement des terrains en Banzangungu. Je crois que dans la périphérie de Kinshasa ici, c'est toute une catastrophe. Lorsque nous parlons aujourd'hui de ces produits pétroliers, Madame, le jour que vous enverrez vos équipes à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, que Dieu nous prête ça vie sera et les une moyens. catastrophe aussi. Et Mais les là, moyens, nous à allons y Loufou, arriver. je pense que l'État doit prendre ses Il n'y responsabilités. a pas que Loufou, professeur Toussaint Chilombo. Non, Vous avez parlé d'une bombe à retardement. Oui. Il y a encore plus grave dans la ville de Kinshasa, où nous résidons. Et je pense, comme vous l'avez dit, cette émission constitue une interpellation pour les pouvoirs publics afin de s'attarder sur la sécurité du citoyen, la sécurité publique, c'est important. Merci beaucoup, Monulf, et bon retour à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. On ne t'a pas perdu à Loufou. Non, non, pas du tout. Voilà. Baïnati, c'était super à Loufou. Ben, j'ai vu dans les images. Merci beaucoup. Et là, nous allons rentrer à Kinshasa parce que nous disons que Loufou ravitaille Kinshasa, pas seulement Loufou, mais plusieurs coins de la province du Congo central. Kinshasa est ravitaillé et nous nous sommes particulièrement intéressés à un coin où ces produits venant de l'Angola sont écoulés, les marchés Mariano. Et la question que, en fait, le sujet de cet élément de reportage que signe Bob Ambongo, c'est Mariano, les brasiers endormis de Kinshasa. Suivez. C'est ici, sur le perron de ce qu'a été une maison de passage réputée du quartier Kimbangu, autrefois appelé Foncobel, que tout a commencé. Des commerçants étrangers, principalement des Portugais, tout comme des nationaux, en provenance d'Angola particulièrement, y négociaient divers combustibles, parmi lesquels les produits pétroliers. Cet immeuble était le siège d'une société de transport de bois et véhicules. C'est M. Marquins, notre grand-père, qui l'a transformé en hôtel Lousso. Elle a épousé Maman Marie, qu'on appelait Maman Mariano, d'où le changement du nom de l'hôtel Lousso à l'hôtel Mariano. Depuis, l'hôtel était transformé en parking pour tous les voyageurs qui venaient de l'intérieur. Ainsi, ce petit marché, né sous la dénomination de Mariano, va s'élargir et s'étendre à des entrepôts de fortune où sont emmagasinés non seulement des denrées alimentaires, mais aussi des produits inflammables comme le pétrole, le mazout et l'essence qui, en cas de pénurie sur le marché officiel, subvenaient aux besoins des entreprises ou autres particuliers. Au fil des années, au fur et à mesure que la demande augmentait en raison des insuffisances constatées surtout vers les années 90, le trafic du carburant connut une expansion dans ce quartier, donnant lieu à l'ouverture de nombreux dépôts où l'essence était également négociée sans règles et commune mesure par des revendeurs en détail communément appelés Kadhafi. Il n'y a plus d'engouement depuis qu'on a interdit l'importation de produits d'Angola. Il ne nous reste que 2 ou 3 dépôts encore en activité. Le mouvement s'est délocalisé vers Matete et Kingasani. Le seul produit qui nous arrive, c'est le pétrole, le mazout et l'essence, et qui se vend très bien. Face à ce désordre, l'État interdira la vente de l'essence. Néanmoins, il fixera les conditions d'entreposage, de sécurité et de négoce, rien que pour le mazout et le pétrole. Des mesures lancées, mais qui souffrent d'une mise en application de la part de ces trafiquants et des riverains face aux dangers permanents qui les guettent. Ainsi, on y trouve des extincteurs amortis et des bacs de sable qui, d'après l'expertise, ne fera nullement le poids pour contrecarrer d'éventuels incendies qui pourraient surgir. Et cela sous le regard superficiel des agents de l'État commis au contrôle des normes sécuritaires. Dans cet entrepôt, des commerçants se prêtent à notre micro pour dénoncer les tracasseries. Le produit pétrolier provient de l'Angola.
Nous achetons ce produit dans notre marché frontalier. Nous payons dûment les frais douaniers. Malheureusement, nous sommes objets de tracasseries de la part des agents de contrôle. Nous découvrons aussi ces jeunes gens qui ont pour tâche de transvaser ces produits. Notre travail, c'est transvaser les produits pétroliers qui nous arrivent et le revendre. Ce liquide à la couleur du pétrole n'est autre que de l'essence provenant d'Angola. Présenté comme du pétrole dans des fûts non autrement contrôlés pour se soustraire des taxes et de la vérification, il sera teinté avant sa commercialisation par des grands fournisseurs, nous a révélé un Kadhafi hors caméra. Cette négligence perceptible a été à la base de nombreux cas d'incendie. Le dernier en date a embrasé cette parcelle à Ngiringiri, causant d'énormes pertes. Malgré cette catastrophe, les personnes qui avoisinent ces dépôts n'ont nullement conscience du danger et l'État censé les sécuriser joue à la politique de l'Autriche. Bien que certains propriétaires aient érigé des murs de séparation pour se prémunir d'un quelconque feu qui surgirait de manière anodine, le risque reste permanent. Et tous, Kadhafi et colocataires, balayent d'un revers de la main tout en minimisant l'impact néfaste des gaz qu'ils inhalent à longueur des journées. Pour eux, c'est de la routine. Ce sont des gaz qui sont destructibles pour le corps. Bon, dans un premier temps, si vous inhalez une petite quantité, ce n'est pas un problème parce que ça se volatilise. Mais lorsque c'est permanent ou en grande quantité, ça va créer d'abord des dégâts au niveau de la respiration, au niveau des poumons. Ça peut atteindre les yeux. Vous pouvez avoir des atteintes ophtalmiques, même une hémorragie méningée. Vous pouvez avoir des atteintes au niveau du type digestif. Et ça peut provoquer aussi des atteintes au niveau des appareils génitaux. C'est-à-dire surtout chez la femme, il peut avoir des anomalies de reproduction jusqu'à ce qu'on peut même avoir des enfants malformés à cause de ça. Il y a lieu d'affirmer que Mariano, tout comme d'autres entrepôts implantés dans la ville de Kinshasa, en violation de la réglementation en la matière, constitue un brasier endormi qui pourrait s'enflammer à tout instant. Bonsoir. C'est ici, sur le perron de ce qu'a été une maison. Bob, tu as été faire ton enquête à Mariano. Je viens de suivre ton reportage, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Dis-moi, est-ce que les citoyens ou les populations riveraines à ces dépôts, ou même ceux qui sont là-dedans, qui sont installés là à vendre, ont-ils la conscience du danger qui les guette tous les jours? La plupart des personnes que j'ai pu rencontrer ou bien prêter mon micro semblent ne pas reconnaître, si pas savoir le danger qui les guette à tout moment. Ou bien ils les minimisent tout simplement. Oui, on pourrait le dire, parce que même certaines personnes que j'ai pu rencontrer me disent, voilà, aujourd'hui il y a quand même un mur de mitoyen qui existe et qui pourrait également nous séparer du danger, parce que quand il y a un incendie, cela pourra nous protéger. Mais le fait qu'il y ait des gaz qui sont émis également, c'est un danger par rapport à la santé. On pourrait commencer par là. Tout d'abord par rapport à la santé et également en cas d'incendie. Parce qu'on a pu voir également sur les images, il y a toute une parcelle qui constitue un dépôt, sans qu'il puisse avoir même un mur. Donc il y a deux catégories de personnes que j'ai pu rencontrer. Ceux qui sont dans une cour où il y a un dépôt et ils y vivent. Et d'autre part, il y a ces personnes qui vivent dans une parcelle avec un mur mitoyen qui les sépare. Mais ce que tu dénonces n'est pas seulement à Mariano, apparemment, parce que j'ai suivi une des personnes que tu as interviewées dire que d'autres sont à Matete et ailleurs. Ils sont délocalisés vers d'autres coins pour également se soustraire du contrôle. Donc ils ont établi leur dépôt vers des bonhommes, que ce soit vers Kingasani, où le contrôle également est inexistant. À suivre ton reportage, il y a des gens qui dénoncent la tracasserie. Ça veut dire qu'il y a un contrôle, qu'il y a des taxes qu'ils payent. Ils payent, mais pour être déposé à quelle caisse? Parce que même s'il faudrait suivre le reportage, ils sont en train de dénoncer que cet argent-là est distribué à quelques mètres même du dépôt. Donc il n'y a pas de quittance qui leur est remis pour qu'ils puissent également démontrer en cas de contrôle que nous avons payé telle ou soit autre taxe.
Merci beaucoup, Bob Ambongo. Je te retiens. Je voudrais que nous puissions nous tourner vers nos invités parce que nous allons clôturer cette émission. Honorable professeur, je ne voudrais plus que nous puissions revenir sur les questions des dénoncés. Maintenant, parlons de l'encadrement. Finalement, on se rend compte qu'il y a un grand intérêt à faire ce commerce de produits pétroliers. C'est une source de revenus, on s'enrichit là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, trouver des mécanismes de contraintes pour accompagner ce commerce et aider les citoyens à se sécuriser? Madame, je crois que M. Bob Ambongo l'a dit dans son reportage. C'est ici qu'intervient ce ministère au sein du gouvernement national que j'aime bien, que je chéris. Je pense qu'il va jouer son rôle. C'est le ministère de la nouvelle citoyenneté qui doit nous imprégner un changement de mentalité pour que nous puissions devenir ces citoyens responsables qui tiennent compte de ce problème de santé publique, comme il a dit, les émanations, qui tiennent compte de ce problème de la sécurité publique, ces problèmes de la défense de l'environnement et aussi du bien-être des citoyens eux-mêmes. Au-delà de l'activité économique qui fait entre quelque chose, l'encadrement, l'accompagnement, les contrôles et la sanction doivent être mis ensemble. C'est ça, ces changements de mentalité que nous devons. Peut-être qu'à partir de l'émission de ce soir, les décideurs qui ont suivi pourront se réveiller. Parce que ces brasiers-là que nous venons de voir, c'est les loups-fous que nous avons vus dans les reportages d'avant. Et le jour qu'il y aura un départ de feu, même l'élu qui est ici ne sera pas à mesure de s'afficher devant sa population pour donner une explication. Ne soyons pas négligents puisqu'il s'agit de vies humaines qui sont en danger. Voilà ce que je peux dire, madame. Honorable, vous avez la parole. Merci, comme vous dites. Parce que là, nous sommes en même temps en train de conclure l'émission. Le pouvoir public est toujours le pouvoir public. Le service a été créé pour faire ce travail. Malheureusement, c'est un service apparent pauvre. Lorsque vous circulez à Kinshasa, il vous est difficile de trouver une Jeep écrit police des hydrocarbures. Alors que c'est un service qui a été créé à la place d'avoir des Jeeps dans nos escortes, parce que la ville de Kinshasa, c'est une des villes qui étonne toute personne qui n'est pas quinois. Je peux vous donner l'exemple, je siège aussi dans des réunions du corridor. Les pays qui n'ont pas de port, comment est-ce qu'ils encadrent le commerce du carburant? À l'est, Zambie, Tanzanie, le Rwanda par exemple, si vous quittez Goma avant d'arriver à Kigali, vous verrez qu'il y a des aires de repos spécialement pour le transport des carburants et le stockage est toujours à plus de 60 km avant d'arriver à l'aire capitale. Et la même chose en Tanzanie. À Kinshasa, je vous dis, ils ont demandé de l'espace. Le Congo central a donné de l'espace pour que la ville de Kinshasa construise ce qu'on appelle l'aire de repos pour des gros véhicules. À la place de construire, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, une mesure qui crée encore une chaîne de véhicules de Matadi-Kibala jusqu'à Kassangoul. Là aussi, c'est peut-être une partie des reportages qui n'ont pas fait. Merci, je ferai mon travail de député, ça nous a donné des idées. Mais je pense que le pouvoir public qui nous suit, qu'il faut donner beaucoup de moyens à la police des hydrocarbures afin de faire son travail pour réglementer les stockages, les transports et la commercialisation des produits pétroliers. Merci beaucoup, honorable Modero Timba. Merci beaucoup, professeur Toussaint Chilombo, pour votre présence à cette émission et votre contribution qui a été très importante. Avec vous, nous avons ensemble voulu réveiller ou interpeller un tout petit peu le gouvernement sur la sécurité publique, la sécurité du citoyen. C'est très important. Au-delà de tout ce que nous avons comme débat politique, il faudrait aussi que nous puissions insérer les débats du citoyen, sa sécurité, sa survie, sa vie de tous les jours. Je pense que c'est très important, surtout pour les élus,
parce que vous allez retourner encore vers eux pour demander de voix. Ils vont vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous au Perchoir? Nous, au moins, nous parlons à leur faveur. Et il y a aussi des réformes, madame. Je pense que vous allez travailler sur... L'Oufou, c'est un effet qui a pris l'État par surprise. S'il faut vous situer, l'Oufou se trouve dans Songololo. Subitement, du jour au lendemain, il faut encadrer. Donc il faut des réformes aussi. Il faut encadrer. C'est comme une grossesse non désirée. Il ne faut pas l'avorter. Il faut donner naissance au bébé et amener toute la layette possible. Merci Bob Ambungo pour le travail que tu as pu fournir à cette émission. Et à très bientôt. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir servi à la présentation de votre magazine d'information 50+. Nous saluons vous tous et nous vous saluons vous tous les téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout et particulièrement ceux qui nous suivent de l'Australie parce que j'ai eu des coups de fil pour nos derniers numéros qui ils m'ont pris presque 2-3 heures au téléphone pour féliciter l'émission et l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci beaucoup et nous pensons que vous suivrez encore cette émission et nous attendons vos suggestions et même vos idées et pourquoi pas de sujets pour lesquels nous pourrons encore aller creuser davantage pour vous donner l'information et vous éclairer objectivement comme nous le disons à 50+. Merci mesdames et messieurs et à très bientôt.